L'Imperium de l'humanité est le plus vaste empire de la galaxie. La taille du domaine de l'empereur est sans égale, ses différentes régions s'étendant à l'ensemble de la Voie lactée et empiétant sur les royaumes plus restreints des Xénos. Son influence rayonne sur plus d'1 million de mondes habités. Pourtant, ces mondes ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des planètes de la galaxie, car cet empire est fragmenté et se délite un peu plus chaque jour. L'empereur règne sur 1 million de mondes unis sous sa bannière, mais séparés par des années-lumière de distance. Un monde peuplé d'humains peut appartenir à l'Empire, mais n'être entouré que d'astres morts, de planètes inexplorées, de mondes xénos, de tempêtes warp ou tout simplement de l'immensité du vide intersidéral. En périphérie de la galaxie, il existe également des zones nébuleuses. Ce sont des territoires isolés, loin de tout, où la lumière de l'Astronomicane ne parvient pas, et dont les rares colonies humaines sont peuplées de renégats ou de pionniers dont les ancêtres furent oubliés voici des millénaires. Ainsi, malgré l'immensité de l'Imperium, la majeure partie de la galaxie demeure encore inexplorée et recèle de fabuleuses ressources comme de grands périls encore inconnus. Afin d'exploiter les ressources potentielles des nouveaux mondes, des épaves à la dérive ou des civilisations xénos, il fallut définir une catégorie d'agents impériaux jouissant d'un haut degré d'indépendance, les libres marchands. Par décret de l'Adeptus Terra, qui bien souvent leur fournit également leur équipement, ces aventuriers sont libres d'explorer les régions lointaines de la galaxie, qu'il s'agisse de celles qui se trouvent au-delà de la portée de l'Astronomicane ou de celles qui se trouvent dans la lumière de l'Empereur mais demeurent voilées de mystère. Certains de ces libres marchands ont même tenté de traverser les océans du vide intergalactique, mais les pouvoirs de communication des astropathes sont absolument inopérants sur de telles distances, et personne ne sait si ces expéditions vers des galaxies lointaines ont abouti ou échoué. Lorsque tous les liens sont coupés avec l'autorité centrale de l'Imperium, le libre marchand est seul responsable de ses décisions face aux cultures xénos, aux nouvelles découvertes et aux menaces qu'il peut rencontrer. S'il juge une race potentiellement dangereuse, il peut tenter de l'annihiler ou de rassembler autant d'informations que possible afin que d'autres puissent s'en charger. S'il décide qu'une race pourrait être utile à l'humanité, il sera le premier à tenter d'établir des relations diplomatiques. Si les richesses d'une planète se résument à sa technologie ou à ses matières premières, il peut choisir de la mettre à sac et retourner vers Terra avec la soute de son navire chargé de trésors, artefacts xénos, minéraux rarissimes ou encore technologies défiant l'imagination. Les libres marchands ont donc un statut aussi singulier que prestigieux au sein de l'Imperium, mais ce statut ne repose que sur 2 atouts très simples, la possession d'un vaisseau et la liberté d'en disposer. Pour un libre marchand, rien n'est plus important ni plus précieux que son vaisseau. Sa lettre de marque lui confère l'autorité, son butin lui apporte la puissance et son ambition insatiable le pousse sans cesse à accomplir de grandes choses. Mais sans vaisseau spatial, un libre marchand n'a pas plus de pouvoir qu'un général de la garde impériale dépourvu d'armée à commander. En possession d'un vaisseau, le voilà capable de voyager au-delà des frontières de l'Imperium, d'explorer l'inconnu et de l'exploiter à son profit. À la barre de son vaisseau, il peut négocier des alliances avec des peuples connus de lui seul, ou châtier ses ennemis sous le feu de ses macrobatteries de canon. Depuis le pont de son vaisseau, un libre marchand détient un pouvoir personnel avec lequel ne peuvent rivaliser que les plus hauts représentants de l'Imperium. Son second atout, sa liberté, est matérialisé par une simple feuille, la lettre de marque impériale.
Une lettre de marque n'est pas seulement un titre auquel s'attachent quelques droits et devoirs. C'est avant tout un document qui porte les signatures et les sceaux des plus puissants représentants de l'autorité impériale, et que l'on peut sans doute considérer comme l'un des parchemins les plus convoités par un être humain. À la vérité, certaines des plus anciennes familles de libres marchands prétendent détenir une lettre signée de la main de l'empereur en personne. Dans tous les cas, une telle lettre dispense son détenteur d'obéir à la législation impériale courante. La plupart des libres marchands conservent donc ce précieux document dans une chambre de stase, à l'abri des yeux indiscrets et des mains peu scrupuleuses. À l'instar de la rosette pour l'inquisiteur, la lettre de marque est la preuve irréfutable de la légitimité d'un libre marchand, mais elle est d'une telle valeur que son propriétaire ne la porte généralement jamais sur lui. Dans ces conditions, un sujet impérial serait en droit de se demander ce qui peut empêcher n'importe quel escroc de bas étage de se prétendre libre marchand et de sommer un gouverneur impérial crédule de lui accorder toutes les prérogatives dues à son rang. Mais l'impérium est une société féodale. Au sein des masses laborieuses, ceux qui ont l'audace de remettre en question les droits de leurs prétendus supérieurs ne sont pas nombreux, et ceux qui l'osent ne tardent pas à subir les conséquences de leur erreur de jugement. Les libres marchands, inquisiteurs et autres commandants impériaux sont habitués à commander sans discussion et se comportent généralement de telle manière que la plupart des gens se montrent excessivement prudents en leur présence. Naturellement, personne n'ignore qu'il existe des individus peu scrupuleux qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Cependant, il vaut mieux partir du principe qu'un iconoclaste en costume chamarré et au sourire canaille est bel et bien un représentant assermenté de l'impérium, surtout si sa flottille attend en orbite géostationnaire au-dessus de la planète. Il y aurait bien d'autres possibilités, mais toutes seraient encore bien pires que celle-ci à envisager. Bien que son fardeau soit le sien, et le sien seul, le libre marchand s'entoure toujours d'une suite d'alliés et de serviteurs. Il ne pourra jamais accomplir sa vocation en solitaire, car nul homme ou femme ne maîtrise tous les aspects du commerce, de l'exploration et de la guerre. C'est pourquoi tous les libres marchands les plus prospères ont développé une faculté à déceler la valeur et les motivations d'autrui, et qu'ils savent employer de manière optimale chaque arme et capacité de l'arsenal humain qui est à leur disposition. Bien qu'ils doivent compter sur d'autres pour les compétences les plus spécialisées, le libre marchand sait que c'est à lui qu'il revient de savoir quand et comment exercer son propre jugement et en quelles circonstances déléguer. Ce n'est peut-être pas lui qui barre son croiseur intersidéral, ni qui active chacun de ses macro-canons, mais il reste le maître à bord, et à ce titre, c'est lui qui désigne et orchestre les actions de ceux qui en ont la charge. L'équipage de son vaisseau amiral et des éventuels bâtiments d'escorte, cargos de fret, vaisseaux-usines et autres navires auxiliaires qui l'accompagnent est toujours très hétéroclite, car il se doit de comporter une grande variété de spécialistes différents. On peut y trouver de pieux missionnaires comme de vils pillards, des scribes tatillons comme de braves soldats de l'Astra Militarum, des artisans minutieux comme des artificiers pyromanes, des conseillers volubiles comme des technoprêtres taciturnes, ou encore des croisés puritains comme des mercenaires xénos. En plus d'une foule de soldats, de personnel de bord et de spécialistes divers et variés. La flotte d'un libre marchand peut également transporter d'innombrables colons humains, sans autre fonction que celle de peupler les mondes lointains qu'ils pourraient découvrir. Généralement, les libres marchands sont issus d'une dynastie de grands meneurs d'hommes et d'officiers visionnaires, dont la lignée célèbre, parfois tristement, s'étend sur des millénaires. Il arrive aussi qu'ils soient issus de familles à la réputation moins ancienne, mais ayant amorcé une dynamique ascension au sein de la noblesse,
et sont alors souvent extirpés des rangs de l'Adeptus Terra, de la marine impériale, de l'Astra Militarum ou même de l'Inquisition. Il y a aussi des civils influents. Dans cette catégorie, les mutants que l'on appelle navigateurs sont les plus susceptibles de devenir libres marchands. Les aléas de la politique contraignent parfois certains individus à suivre cette voie car, en plus d'échapper à la législation impériale, les libres marchands se trouvent également à l'écart des centres névralgiques du pouvoir, ce qui peut s'avérer bien commode dans certains cas. Mais, quelles que soient leurs origines, les libres marchands sont avant tout libres. Seuls maîtres de leur destin, et c'est sur leurs épaules que peut reposer la réussite non seulement de leurs actes et de leur lignée, mais aussi le sort d'innombrables générations à venir, et souvent de mondes entiers. Du fait qu'ils opèrent en dehors de tout contrôle impérial, les libres marchands ne se soumettent qu'à leurs propres lois. Certains sont des individus très pieux qui s'efforcent de porter la lumière de l'empereur au-delà des frontières de ses royaumes. D'autres ne sont rien de plus que de vulgaires pirates et des pillards sans merci. La plupart sont des individus d'un aplomb et d'une insolence extraordinaire, terriblement charismatiques, souvent pleins de charmes et de malice, habiles diplomates, bien que certains leur attribuent plus volontiers le nom d'escrocs, mais capables de tuer sans la moindre pitié lorsque la situation l'exige. De nombreuses voix s'élèvent régulièrement au sein de l'Inquisition pour proclamer hérétiques tous les libres marchands. De fait, ces corsaires de l'espace développent souvent des personnalités extrêmement instables ou inquiétantes. Certains prennent plaisir à détruire des mondes humains par pur caprice, tandis que d'autres, animés d'une imprudente curiosité, frettent avec les Xénos. Pour ce qui est de l'apparence, ils sont nombreux à apprécier les tenues les plus extravagantes et même flamboyantes, chacun dans son style particulier. Leurs armes et équipements sont de la meilleure qualité possible lorsqu'il ne s'agit pas de pièces uniques, et ils possèdent souvent toutes sortes de gadgets Xénos. Lorsque le libre marchand est un ancien de l'Adeptus Terra, il porte parfois le costume de l'aristocratie impériale avec quelques pièces de vêtements provenant de mondes extérieurs au domaine de l'empereur, et arbore souvent une ancienne arme héritée de son passé militaire, tel un sabre d'abordage de la marine ou un sabre d'officier. Certains aiment à exhiber des pistolets de duel dans des holsters laqués et ouvragés, ou un fusil de chasse archaïque porté sur l'épaule avec des involtures. Après quelques années d'exploration, ils réintègrent généralement l'espace impérial pour y vendre leurs marchandises exotiques, se réapprovisionner, recruter des hommes et prendre un peu de repos avant de repartir pour une nouvelle expédition dans les sombres profondeurs de l'espace. Lors de ces périodes de relâche, il leur arrive d'entrer en conflit avec des membres de l'Adeptus Terra ou de l'Inquisition, car les incroyables pouvoirs dont ils disposent en dehors de l'Imperium leur font facilement oublier qu'ils ne jouissent pas tout à fait des mêmes libertés lorsqu'ils sont de retour sous le regard vigilant de l'Empereur. Leur personnalité impétueuse et leur véhémence ne peuvent manquer d'attirer l'attention des autorités. De plus, lorsqu'un libre marchand reçoit sa lettre de marque, celle-ci s'accompagne souvent du commandement de forces militaires significatives, ainsi que d'une armada de vaisseaux pour les transporter. Et si dans de nombreux cas, ces ressources lui sont directement fournies par les plus hautes autorités de l'Imperium, elles peuvent également lui être accordées par des commanditaires privés, directement intéressés aux bénéfices du libre marchand. Ainsi, de nombreux libres marchands sont-ils redevables d'une partie de leurs bénéfices à leurs bailleurs de fonds. À l'évidence, ils sont nombreux à avoir la mémoire courte et ont tendance à oublier leurs engagements sitôt passé la frontière de l'Imperium. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux explorateurs découvrent à leur retour les substantielles récompenses qui ont été offertes pour leur capture. En outre, de nombreux libres marchands contestent le droit d'autres institutions impériales à exercer leur domination sur eux.
Ces hommes et ces femmes qui ont coutume de voguer librement entre les étoiles et de traiter avec des cultures inconnues sont souvent considérés comme des individus capables de véhiculer toutes sortes d'hérésies. La propagation de philosophies dévoyées, par exemple, ou l'infection par des créatures xénos, ou encore la possession par les entités du warp qui sommeillent dans les ténèbres entre les étoiles. Tous ces facteurs sont souvent le ferment de violents affrontements, particulièrement si le libre marchand est seul détenteur d'un savoir ou d'un artefact convoité par d'autres institutions. Mais cette convoitise est inhérente au statut de libre marchand. Seul sujet libre au sein d'un empire totalitaire, ce privilège ne leur a été accordé que pour leur permettre de faire bon usage de leur intuition. Maîtres en tout à bord de leur navire, c'est uniquement armés de cette intuition qu'ils doivent se prémunir de l'avidité des xénos, de celle des hommes aussi, à commencer par la leur.